Comment travaillent les fameux services de renseignement dans le monde? C'est la question que nous allons poser à notre invité, l'historien Bruno Fulini, auteur de nombreux ouvrages dont Atlas secret du renseignement. Bonjour, merci d'être avec nous dans ce livre passionnant. Vous nous plongez dans l'univers des services secrets. C'est un atlas. Pourquoi ce choix ? Bonjour, l'idée c'était de rendre visible ce qui normalement est invisible. Les services secrets, on imagine qu'ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas d'existence repérable et au contraire, ils ont bien sûr des centrales, ils ont des implantations, ils ont un petit peu des lieux de passage, des lieux de recrutement. Donc tout ce qui pouvait avoir un ancrage géographique a été reproduit, indiqué dans cet atlas. Ce sont au total une centaine de cartes ou d'infographies qui permettent à tout un chacun, c'est pas un livre de spécialistes, c'est un livre vraiment qui s'adresse à tout le monde, au grand public, aux citoyens. L'idée c'est de permettre à tout un chacun de comprendre ce qu'est le renseignement aujourd'hui. Ça n'est pas un livre d'histoire, même si je suis plutôt historien, c'est un livre qui montre finalement l'état des lieux aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'espions qu'aujourd'hui, espions au sens le plus large du terme, que c'est un véritable secteur économique aujourd'hui avec des recrutements, des effectifs qui se comptent en dizaines, centaines de milliers d'individus, des budgets qui représentent des milliards d'euros ou de dollars. Bref, on ne peut pas ignorer aujourd'hui le renseignement, mais c'est un univers un peu compliqué et puis il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de confusion entre la fiction et la réalité. D'où cette idée d'un atlas avec des schémas, des infographies, des cartes qui permettent de s'y retrouver, de s'orienter. Chaque pays donne un surnom à son siège de service de renseignement. Il y a le CAT à Paris, appelé souvent la boîte. À Londres, il y a le FEMS House. Est-ce que les manières de travailler sont différentes selon les bureaux ? Oui, c'est-à-dire que chaque pays a une culture du renseignement particulière. Dans des pays comme la Russie, par exemple, ou l'Allemagne, c'est très prestigieux de faire du renseignement. En France, pendant longtemps, on s'en est méfié. On a considéré que tout ça, c'était un univers un peu glauque, de mouchard. C'est seulement l'antiterrorisme qui nous a fait évoluer. Au Royaume-Uni, il y a eu pendant longtemps une tradition aristocratique du renseignement. Ça a changé, mais il en reste quelque chose. Donc, bien sûr, il y a des techniques qu'on va retrouver d'un pays à l'autre, mais la manière dont elles sont mises en œuvre, la manière dont on fait du renseignement va différer. Alors dans votre livre, on retrouve cette phrase d'un chef du Mossad israélien: « Jamais nous n'aurions engagé un James Bond ou un autre aventurier de cinéma dans son genre. » Est-ce que James Bond est une réalité ? En fait, James Bond, c'est un personnage de fiction qui a été inventé par un authentique officier de renseignement qui était Ian Fleming. Et Fleming a eu une idée géniale. Il a incarné en un seul individu, finalement, les fonctions de tout un service de renseignement. La grosse différence entre James Bond et un service de renseignement, c'est que le renseignement, c'est une œuvre collective. Ce ne sont pas les mêmes individus qui vont aller recueillir des informations, qui vont aller assommer quelqu'un, enlever quelqu'un, qui vont forcer les portes d'une enceinte sécurisée. Dans un service de renseignement, vous avez une parcellisation des tâches qui sont très cloisonnées. Vous avez une hiérarchie assez serrée. Tout ça est un peu compliqué. Le génie de Fleming, ça a été de créer un personnage qui savait tout faire. Mais ça n'est pas le cas, évidemment, dans les vrais services de renseignement. Ce serait très dangereux, bien sûr, si un même individu avait une vision complète, globale de sa mission et de son service. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas un James Bond, mais plein d'individus beaucoup plus discrets, tous très professionnels, qui arrivent au même résultat dans la réalité que James Bond dans la fiction. Dans les luttes d'influence, il y a les langues et aussi l'OIF, TV5 Monde en est l'opérateur officiel. Est-ce que la francophonie est encore une force ? Elle demeure une force, évidemment, même si elle piétine un petit peu. Elle est surtout confrontée à des concurrents, y compris des concurrents nouveaux, comme les instituts Confucius, qui en quelques années se sont développés, finalement sur un modèle assez voisin de l'Alliance française, mais au profit de la Chine, et avec l'idée, à travers la langue et la culture chinoise, de faire avancer une certaine vision chinoise du monde. Donc la francophonie reste
reste évidemment un réseau extraordinaire, un réseau précieux, mais elle ne doit pas considérer qu'elle est intouchable et que son périmètre est acquis. Pas du tout. Nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel où l'influence comment dirais-je, est exercée par des nations qui sont toutes très ambitieuses et qui y mettent les moyens. Merci beaucoup Bruno Fulini pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage très passionnant, Atlas secret du renseignement, le cadeau parfait pour Noël pour devenir un vrai espion. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup.